Gentlemen, this conversation is going to be an interesting one. Le débat, pour moi, c'est particulier. Serge, pour commencer avec vous, félicitations, vous avez fait du travail. Je vais commencer avec le plan Joliba. La région a été confrontée à plusieurs défis, le changement climatique, on a également des problèmes économiques à travers la région. Vu tout ce qui se passe dans la région, quels sont les plans de mise en œuvre que vous envisagez? Avant tout, bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation. Le plan Joliba est une définition de ce que nous pensons être la bonne dynamique pour notre sous-région. C'est clairement une ambition qui est définie dans ce plan stratégique. C'est un plan selon lequel nous croyons que l'investissement dans la sous-région est une obligation. L'intensité de capitaux requise est obligatoire. Les capitaux sont une obligation. C'est ça, une chose. Vous pouvez accorder des prêts, mais il faut qu'il y ait remboursement. Et le problème que nous avons est que il faut rembourser et souvent les maturités sont très courtes et ce qui, à notre avis, n'est pas compatible avec le besoin de développement de notre région. Nous avons le développement requiert l'intensité des capitaux au taux le plus faible possible et avec une maturité le plus long possible. Le plan Joliba porte sur 300 milliards et à un moment on est à la mi-2023, on est parvenu à peu près la moitié. Cela veut dire qu'on a injecté dans la sous-région près de 23 milliards d'euros. Et je crois que ce n'est qu'une goutte d'eau. Lorsque vous regardez, par exemple, les besoins, son Excellence a mentionné un certain nombre de choses. Ça, c'est pour notre sous-région. Il s'agit de 300 milliards par an. La seule façon d'y arriver, c'est attirer des investisseurs, à investir. Les capitaux, c'est indispensable. Nous croyons fermement qu'il faut résoudre un certain nombre de problèmes. Des choses basiques, l'infrastructure par exemple. Comment aller d'un point A à un point B, comment nous transporter d'un point A à un point B, comment aller du A, comment s'exprimer, se parler du point A à un point B, un port à un autre port. Deuxièmement, l'énergie. Qui va renier, qui va nier que l'énergie va apporter des solutions? L'énergie, il s'agit de technologie et d'intensité de capitaux. Comment aller à l'agro-business, comment créer de la valeur, comment industrialiser notre agriculture. Et l'autre élément, c'est l'habitation, l'habitat social à l'habitat en bonne et due forme. Et je vais parler du capital humain, la santé, l'éducation. Comme vous le savez, nous sommes dans une région à croissance démographique rapide qui se double tous les 25 ans, tous les 25 ans. Cela veut dire que nous serons une population assez forte que les États-Unis en un rien de temps. Donc le plan Joliba est une opportunité. Et c'est ce que je peux dire brièvement. J'étais ici l'année dernière et j'ai discuté avec
avec Adeyemi, votre prédécesseur, et la question que je lui ai posée, c'est comment amener les pays africains à se faire confiance mutuellement lorsqu'il s'agit de paiement. Cette année, l'une des plus grandes histoires, c'est la dédollarisation parce que nos monnaies sont en train de perdre la valeur vis-à-vis du dollar. La question relative à la dédollarisation, est-ce que c'est viable? Et deuxièmement, comment y parvenir? Merci pour cette question et bonjour à tout le monde. Si nous voulons encourager les échanges inter-africains, ce serait facile d'échanger dans nos propres monnaies. En matière de dédollarisation, si vous vous demandez si ce sera facile, il y a plusieurs facteurs économiques, politiques. Nous sommes plusieurs pays. Et il y a des choses qu'on peut faire en tant que groupes régionaux. Quand vous prenez la région UEMOA, nous avons tout au moins, nous avons le CFA qui est une monnaie régionale et cela facilite les échanges parce que là, il n'y a pas une multiplicité de monnaies. Et je crois qu'on peut on peut avancer ce programme. Et en tant qu'Ecobank dans 35 pays, nous avons notre propre plateforme de paiement où nous pouvons déplacer l'argent facilement entre ces pays en utilisant les moyens mobiles ou électroniques. Et on travaille maintenant avec le PAPS pour y arriver. Mais nous voulons éviter à devoir utiliser le dollar. Vous avez déjà développé cette habitude à travers le PAPS. Vous alignez le livre égyptien avec le cedi ghanéen. Donc, je crois que la confiance est en train de naître. Et si on veut déplacer des monnaies, disons, entre le CFA et le cedi, il faut suffisamment d'échanges entre les deux pour que une des monnaies ne se retrouve pas bloquée. Et quelques monnaies qui viennent ici ou qui vont là-bas puisse servir à importer ou à exporter. Comme ça, on peut encourager les échanges. On a entendu on a dit 14% d'échanges entre les pays africains. C'est pas suffisant. Si on ne tire pas la leçon maintenant, pendant cette crise, je ne sais pas quand est-ce qu'on va apprendre la leçon. On a vu le déversement de l'argent vers l'ouest, vers les pays occidentaux, et nous payons pour tout ça, et le cycle se réduit. Et si on devait échanger entre nous, on n'aurait pas à compter sur le dollar. Et je crois que c'est un programme qu'il faut encourager. Maintenant, l'autre aspect du narratif. Les banques, les grandes banques centrales sont en train de relever leurs taux. 5%. Pourquoi investir en Afrique? De votre position, est-ce que cela tue le marché pour le financement vert en Afrique? Si vous permettez, Jérémy, le marché du financement vert, comme Julien a dit, ça a connu une augmentation à travers le monde. Les investisseurs recherchent. Vous voyez, lorsque l'on veut aller vers le financement, ce marché est fermé. Les investisseurs veulent savoir où et dans quelle mesure ils vont investir. Donc, l'acheminement de l'investissement est une obligation aujourd'hui. Où, dans quel pays, quels sont les impacts en matière d'emploi? Et j'ai débattu avec Djebanga, responsable de la Banque mondiale, et nous sommes parvenus à la compréhension que le contenu de l'emploi de chaque projet est déterminant. Et lorsque il s'agit de finances climat, il s'agit de l'atténuation d'une part. Et pour l'Afrique, c'est beaucoup plus tout ce qui a trait à l'adaptation. Quand vous définissez clairement toutes ces choses de façon traçable, vous avez ainsi des moyens
et des opportunités pour attirer les investisseurs. Ils veulent savoir comment et où il y aura des impacts. Et vous pouvez attirer les investisseurs. Et la question de retour sur investissement, je crois fermement que nous sommes dans une ère où les taux d'intérêt sont très élevés et vont rester tels pendant un certain nombre d'années, malheureusement. Malheureusement. Et c'est là la réalité. Maintenant, comment gérer cela? Il y a deux façons de s'en sortir pour des banques comme nous. Il y a deux façons d'accéder au marché. La première issue, c'est le marché des capitaux. Mais parce que les taux d'intérêt sont élevés, même lorsque vous avez un rating élevé, on a eu double A, mais on a estimé toujours que nos obligations se sont élargies de plus de 400 à la base. On a émis en 2021 750 millions d'euros pour une maturité de 12 mois. Ces obligations, aujourd'hui, sont sur le marché et couvrent une base de 400 et au-delà. C'est ce que le marché exige et nous devons gérer. Et l'autre issue, c'est les fonds concessionnels. Et il faut faire preuve d'intelligence. Il faut sortir des sentiers battus. Et la question, est-ce qu'il faut s'adresser aux philanthropes ou est-ce qu'il faut le faire de façon professionnelle? Eux, ils se consacrent à ce type d'affaires. Je pense que mieux, ce serait lorsqu'on serait concessionnel. Donc il faut amener les actionnaires, les clients. Lorsqu'on mélange le financement, il faut tout un mélange de financement. Donc il faut être contre-cyclique et pour y arriver, cela veut dire que si le marché paie 6 ou 7%, on ne peut pas financer nos projets dans notre région à ce niveau. Ça ne marche pas. Parce que du point de vue de durabilité pour les ministres des Finances, je sais qu'il y a un bon nombre de ministres des Finances ici, Saniaya ici, ça ne marche pas. Et voilà où on en est. De votre point de vue, Jérémy. Alors, est-ce que le marché de finances faire est mort? Non, absolument pas. Oui, c'est plus difficile, comme ça l'a dit, entre autres choses qu'il faut faire. Lorsque vous parlez de finances vertes renouvelables, surtout sur le continent africain, c'est très sensible par rapport au coût du capital. Nous parlons de 200 points de base en augmentation pour ce qui est du coût de capital. Ça peut augmenter le coût de l'énergie à 20%. Et ce coût de l'énergie, c'est 80% en flux vers l'économie. C'est important. Nous parlons de la macroéconomie. Ça ne va pas durer pour longtemps. Et je pense que nous avons des projets en Afrique. Dans certains pays en Afrique, il y a 90% d'énergie vers l'hydro ou autre. Nous avons de formidables projets. Nous devons bien les ficeler, avoir de meilleurs dialogues, changer le narratif sur le continent. Non, je pense que ça fait partie du problème. Nous avons 55 pays et on nous dit c'est très risqué. Nous avons une situation sur le même marché et je pense que nous devons faire ce travail pour changer ce narratif. En guise de conclusion, pour vous deux, les deux institutions que vous gérez ont émis des obligations de durabilité. 750 millions d'euros émis en 2021 et 350 millions d'euros, toutes mes excuses. Alors,
pour les 750 millions d'euros. Il y a quelque chose de très important. L'éclatement, nous avons 80% euros, 70% dollars américains. En jugé par les institutions que nous avons ici, dans cette salle-là, tous les marchés que nous avons ici représentés en Afrique, je me demande, s'il faut revenir sur le marché encore une fois, est-ce qu'on peut lever le même montant à un prix plus bas en Afrique uniquement? Non. La réponse très longue, c'est non. Lorsque nous l'avons levé en 2021, nous avons eu une souscription de plus de 4 fois. 6 millions, on a parlé de 8,75%. Voyez-vous, la répartition a augmenté en flèche. Oui, même les gouvernements qui prêtent à 80%, je ne pense pas qu'on peut lever le montant comme on l'a fait il y a de cela 2 ans. Mais nous ne devrions pas être pessimistes. Ça ne va pas être comme cela pour toujours. Oui, il y a toujours des fonds concessionnels qui sont disponibles. Nous allons essayer de voir dans quelle mesure on peut faire cela. J'ai tendance à dire que je prendrai l'argent d'où qu'il vient. Moi, je le prendrai, que ça vienne de la Chine. Vous parlez de la boîte à Pandore? Vous me donnez de l'argent, moi je le prends. Moi, j'ai pas de problème à cela. Mais non, vous avez des investisseurs institutionnels. Ils sont chargés d'investir dans nos projets, dans notre région. Et généralement, on dit que la BOAD, et donc c'est la banque de préférence. Et on l'appelle cœur de cible. Ça veut dire littéralement, partout où vous êtes, vous payez un intérêt. Ben, c'est la banque, la meilleure destination. Et donc, de ce point de vue, nous échangeons avec les investisseurs. Vous prenez un investisseur comme BlackRock, à environ, quelque peu moins maintenant, à cause de la crise, 10 milliards de dollars qu'il gère. Je serai très content. Et si on me donne cet argent? La manière dont nous nous organisons dans la banque, c'est d'être aussi professionnel que possible. Donc, pour aller piocher cet argent, BlackRock, CalPERS, Bluecrest, Blackstone, non, on échange avec ces personnes. Plus stables nous sommes, plus prévisibles nous sommes, plus fort notre économie, mieux cela vaudra. Et cela nous fait l'ombre d'aucun doute qu'on pourra attirer cet argent des investisseurs en croyant en notre capacité à payer le retour sur investissement. Fortement, nous croyons que ça peut être compatible avec les retours attendus et également avec la croissance que nous avons dans la région. Plus nous sommes intégrés dans le système mondial, mieux cela vaudra. Ah, quelle belle façon de clôturer ce débat. Serge Ekoué, Jérémy Aouri, infiniment merci.